Et on va continuer à parler de l'un des pans de notre histoire avec notre invité. Faisons un bond en arrière, 10 ans avant l'abolition de l'esclavage. Paru en octobre 2016, Zahir et Théophile, Pas de pitié pour les nègres, relate une histoire d'amour vraie entre deux esclaves d'une habitation de Rivière-Salée en 1838. Depuis sa sortie, il rencontre un véritable succès. Imanié Dalila Daniel, bonsoir. Bonsoir. Et merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci. Donc vous êtes donc l'auteur de ce roman, c'est votre premier. Oui. Cette histoire, Victor Schœlcher y avait déjà fait référence en 1840 dans 2 ans d'esclavage. Alors pourquoi avez-vous choisi de la remettre au goût du jour ? J'ai choisi de présenter aux Martiniquais cette histoire parce que c'est une très belle histoire et que nous n'avons pas dans la littérature martiniquaise d'histoire permettant de connaître la vie quotidienne des esclaves sur des habitations en Martinique. C'est justement ce que dit l'historien Armand Nicolas de votre ouvrage. Que je salue s'il nous regarde, parce qu'effectivement, c'est lui qui m'a fait observer que c'était la première fois que l'on parlait de ça dans un roman dans la littérature martiniquaise. Alors justement, sans nous dévoiler toute l'histoire, qu'est-ce qu'on apprend de plus à travers votre récit, justement sur la vie quotidienne de ces esclaves ? Vous savez, on ne connaît pas grand-chose de l'esclavage véritablement. Par exemple, on dit les esclaves, comme si c'était une masse informe de gens perdus dans le passé. Mais on oublie que chaque esclave était un homme, une personne, que chaque esclave avait des envies, des espoirs, des sentiments, une personnalité. Et on retrouve dans cette habitation des esclaves qui ont des aspirations, parce qu'il ne s'agit pas seulement de Zahir et de Théophile, mais d'une centaine d'esclaves qui habitent sur cette habitation. Et ce qu'on apprend d'abord, c'est comment ils vivaient, parce qu'on ne sait pas du tout comment ils vivaient. Et puis j'ai découvert, pour raconter cette histoire, le contexte dans lequel la Martinique était en 1838, et c'était un contexte où les décisions qui ont été prises au Conseil colonial permettent de comprendre ce que nous sommes aujourd'hui. Qu'est-ce qui, précisément, lors de votre enquête, vous a fait changer d'avis ? Eh ben, ce sont les découvertes dans les archives coloniales de ce plan absolument diabolique qui a été mis en place pour faire de nous, jusqu'à aujourd'hui, un peuple docile et consentant, qui peut tout accepter, qui a toujours peur de manquer, qui ne peut être solidaire que dans des cas de catastrophes naturelles, parce qu'il y a quelque chose qui tout à coup ressurgit de notre nature même, qui est cette solidarité qui était exercée sur les habitations. Et en fait, c'est cette politique qui a été menée d'anticipation de l'abolition qui était stupéfiante. D'ailleurs, il y a eu abolition, mais il n'y a pas eu libération. Donc, c'est une histoire où on se rend compte qu'on a l'impression que ce peuple d'esclaves a été piégé et que ce piège a été préparé longtemps en amont. Et donc, on comprend beaucoup de choses de ce que nous sommes aujourd'hui à travers ce qui s'est passé à ce moment-là. Et justement, avec votre roman, vous reposez la question de l'africanité. Alors, selon vous, comment est-ce qu'on se définit aujourd'hui en Martinique par rapport à cette histoire? Bon, vous savez, il y a, je pense que, je vais vous donner mon opinion personnelle parce que je ne peux pas en une minute poser une problématique qui est nationale. Je crois que par rapport à ce qui nous est arrivé en Martinique, chacun aujourd'hui a le droit de définir ce qu'il est. Parce que nous avons été à un carrefour de civilisation. Alors, bien sûr, historiquement, nous avons des gènes et nos gènes parlent. Il y en a, c'est tellement évident que c'est même pas, on se demande même pourquoi on se pose la question. Et si on se pose la question, c'est qu'il y a un problème. Il y a un problème d'identité. Donc, je crois que, personnellement, je me définis en tant que afro-caribéenne, martiniquaise d'origine africaine. C'est mon identité. Je ne peux pas me dire créole parce que créole, ça me choque. Créole, j'ai vu les créoles à l'œuvre dans les archives coloniales et je ne peux pas m'associer à ces gens qu'on appelait créoles parce que c'était pas nous, c'était pas mes ancêtres. Ma mère disait, c'est ça ou un mec à faire au bien. C'est ce que tu aimes qui te va. Et moi, la civilisation avec laquelle je me sens le plus d'affinité, c'est l'Afrique.
Pour finir, très rapidement, je souhaiterais évoquer avec vous l'action coup de poing du MIR le 23 août dernier, date de la commémoration de l'abolition de la traite négrière chez nous. Des manifestants ont notamment brûlé le drapeau au serpent, symbole colonialiste selon eux. Vous en faisiez partie. Pourquoi ? C'était le 23 août, c'est la journée de commémoration de l'esclavage et de la traite. Oui, j'étais sur la savane ce jour-là parce qu'il est indécent d'imposer aux descendants d'esclaves, particulièrement ceux qui se reconnaissent en tant que tels, de voir figurer sur les édifices publics et sur les uniformes des forces de police, de gendarmerie, de voir figurer le drapeau qui flottait sur les navires négriers, qui ont transporté pendant des centaines d'années nos ancêtres. Ce drapeau aux 4 serpents était le drapeau des esclavagistes. Je ne vois pas ce que cela a ni d'inquiétant, ni de choquant, qu'aujourd'hui nous puissions dire ce drapeau ne nous représente plus. Et nous ne souhaitons plus que ce drapeau qui a eu ses heures de gloire pendant l'esclavage puisse aujourd'hui représenter les hommes et les femmes libres que nous souhaitons être dans notre pays. Merci d'avoir été avec nous sur ce plateau. Et je vous rappelle que Zahir et Théophile, Pas de pitié pour les nègres, est en vente dans toutes les librairies. Voilà, on peut le voir une dernière fois à l'écran. Merci beaucoup. Merci à vous. Pas ni toi.